Bonjour les terminales, on va faire une petite vidéo sur la prochaine partie de votre programme. On a terminé la France dans lui et dans le monde et maintenant cette petite vidéo va porter sur votre dernière étape de l'année en histoire, le monde après le tournant des années 90. On avait commencé cette leçon en cours, si vous vous rappelez bien, on avait étudié une étude de situation, la chute du mur de Berlin en 1989. Pour vous la remettre un tout petit peu en tête, eh bien, on va récapituler les grands axes de ce qui s'est passé cette fameuse nuit de novembre 1989 et on va voir quelles conséquences énormes sur l'histoire cela a eu. Imaginez-vous que nous sommes en pleine guerre froide. Je rappelle que l'Europe est alors coupée en deux entre d'un côté le bloc de l'Ouest, favorable à l'Atlantique, aux Américains, et le bloc de l'Est, plutôt favorable à l'Union soviétique. Entre les deux, un épais rideau, évidemment imaginaire, mais qui marque quand même une frontière quasi infranchissable, qu'on appelle le rideau de fer. Et ce rideau de fer coupe depuis 1961 Berlin en deux. Cette fois physiquement, puisque vous vous rappelez qu'en 1961, l'Allemagne de l'Est, aidée par l'Union soviétique, a décidé radicalement de construire un mur de séparation entre les deux côtés de Berlin pour éviter que les Allemands de l'Est ne s'exilent en Allemagne de l'Ouest. Ce mur, il est fortifié, protégé H24 par les WAPO, donc une milice, spécialement chargée de garder le mur, par d'énormes miradors, par des chenilles de chiens, et évidemment une seule consigne, tirer sur celui qui tentera de passer le mur. Alors, il y en a qui ont redoublé d'imagination, hein. Certains ont tenté de se planquer sous des voitures, d'autres de construire un tunnel sous le mur. Bref, il va quand même y avoir un peu plus de 2000 morts à cause de ce mur. D'ailleurs, on le surnomme à l'Ouest le mur de la honte, puisque, évidemment, un mur honteux, un mur qui tue son propre peuple, les Allemands. Et un symbole de la guerre froide et de la séparation qu'elle entraîne pour un pays. Or, en novembre 1989, alors que personne, je dis bien personne, n'avait vu la chose arriver, va se produire un événement extraordinaire. Le mur va tomber. Les Allemands se rassemblent des deux côtés du mur, commencent à taper dessus et, d'allemand en allemand, le mur finit par s'écrouler. Et extraordinaire, les gardiens du mur ne réagissent pas, parce qu'ils n'ont pas reçu de consignes précises. Certains refusent de tirer, d'autres n'ont plus été payés depuis des mois et des mois, puisque l'Allemagne de l'Est, qui dépendait de l'Union soviétique, n'a plus de fonds nécessaires. Bref, le mur tombe. Imaginez-vous un château de cartes. Eh bien, c'est ce qui va se passer, car la conséquence de cette chute du mur de Berlin va être en premier lieu, première conséquence, un an plus tard, la réunification de l'Allemagne, puisque l'Allemagne était elle aussi coupée en deux, vous vous rappelez. L'Allemagne de l'Ouest, en gros, sous la direction d'Helmut Kohl, chancelier allemand de l'époque, va absorber l'Allemagne de l'Est et réunir le pays. Donc, première conséquence, 1989, le mur de Berlin tombe et l'Allemagne est réunifiée un an plus tard. Imaginez ensuite les conséquences que ça va avoir, puisque ces conséquences-là vont être maintenant totalement incontrôlables pour l'Union soviétique. L'Union soviétique, c'est tout un bloc des pays d'Europe de l'Est, sous régime communiste favorable à Moscou, qui sont détestés par leur peuple. Ce sont des tyrannies, des oppresseurs. En Union soviétique même, certains peuples, comme les Ukrainiens ou alors les pays baltes, ne sont pas du tout heureux de faire partie de l'Union soviétique. Or, qu'est-ce qu'ils voient? Eh bien, ils voient que les Berlinois qui ont fait sauter le mur n'ont pas été punis par l'armée soviétique, parce que l'armée soviétique, elle avait la réputation de réagir aux trois quarts de tour. En 1948, les habitants de Prague en Tchécoslovaquie ont tenté de chasser les soviétiques de leur territoire, les chars sont arrivés et ça a été un massacre généralisé. En 1956 à Budapest, même chose, sauf que là, l'armée soviétique n'a pas réagi. Alors là, ça va être un signal. Là, progressivement, tous les peuples sous la férule soviétique vont se soulever les uns après les autres. Pourquoi? Parce que l'armée soviétique était débordée, n'avait plus de moyens, avait été ruinée par la guerre d'Afghanistan. Vous vous rappelez de ça, on l'a étudié en cours. Bref, la situation va devenir incontrôlable et donc à tel point incontrôlable qu'en 1992, début 92, eh bien l'Union soviétique elle-même va s'écrouler, puisque progressivement tous les pays qui la composaient, y compris le plus grand, la Russie actuelle, vont déclarer leur indépendance.
Le président de l'Union soviétique, Gorbatchev, va très vite se rendre compte qu'il n'est plus président de rien et d'un pays qui, de toute façon, s'est dissous de lui-même. Donc, il va démissionner et partir. Vous l'aurez compris, le titre de votre séquence, c'est Le monde depuis le tournant du début des années 90, parce que ce tournant, c'était la chute du mur qui a donc provoqué la fin de la guerre froide. Et oui, si l'Union soviétique s'écroule, un des deux adversaires de la guerre froide est KO. Les États-Unis restent seuls à la tête du monde. On passe donc d'un monde bipolaire, de pôles, ce monde qui était caractérisé par la guerre froide, les États-Unis d'un côté et l'Union soviétique de l'autre, la chute du mur de Berlin et ses conséquences vont marquer la disparition de l'Union soviétique et donc on va passer à un monde unipolaire, un monde contrôlé en grande partie dominé par les États-Unis. Est-ce que ce monde va être un monde plus paisible que celui de la guerre froide? Eh bien, on va voir que non, puisque d'autres menaces vont apparaître. Ce sera l'objet du prochain cours.